Et nous enchaînons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au dispositif Pinel. Ce dispositif qui a bien failli s'éteindre fin 2023 plutôt qu'en 2024. C'est en tout cas ce qui était proposé dans un amendement déposé à l'occasion des discussions sur le projet de loi de finances 2023. Un amendement qui n'a finalement pas été retenu dans la version du texte qui est donc passé avec le 49.3. Un amendement qui était déposé par 3 députés avec quand même un certain nombre d'arguments sur la non-efficacité du dispositif. Et c'est sur cela que nous avions envie de revenir en plateau dans Smart Patrimoine. Nous avons donc le plaisir pour en parler de recevoir sur le plateau Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Donc on rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a eu pas mal de bruit autour du Pinel. Donc déjà, il y a le dispositif Pinel et le dispositif Pinel Plus. Pinel Plus qui venait remplacer le Pinel qui était promis à une fin 2024. C'est toujours le cas aujourd'hui, et Pinel Plus prend le relais. Exactement. En fait, il y a une superposition des deux textes de loi pendant 2 ans, les années 2023 et 2024. D'accord. Donc dans la tête de beaucoup de gens, le Pinel s'arrêtait à fin 2022. Non, en fait, il ne s'arrête pas, il est en diminution, et le Pinel Plus vient en superposition à partir du 1er janvier 2023. Donc les deux dispositifs vont cohabiter. C'est uniquement la norme thermique et la disposition, ou en tout cas la destination des logements qui va changer. Il y a des critères d'usage qui apparaissent dans la Pinel Plus et surtout la RE 2020. Voilà. Et alors justement, si on parle du Pinel, pour bien reclarifier les choses, on parle d'un investissement dans le neuf qu'on met ensuite en location contre une réduction fiscale. Exactement. Alors vous avez dans le neuf et vous avez aussi un cadre en réhabilité. Ça existe. D'accord, bien sûr. Oui. Ça existe. C'est pas que le neuf, mais effectivement, c'est à destination exclusivement de résidence principale, non meublée, que vous mettez en location pendant une durée que vous choisissez, entre 6 et 9 ans, prorogeable jusqu'à 12 ans. Et il y a une réduction fiscale ? Exactement. La réduction fiscale, en fait, c'est le plus simple dans la loi Pinel. C'est 2% du prix d'achat du bien par an. Donc, jusqu'à présent, sur la Pinel, c'était donc 18% sur 9 ans. Bien sûr, oui. Et la Pinel Plus va rester à ces 2% de prix d'achat du bien par an. En revanche, la Pinel que l'on connaît aujourd'hui, si vous restez en RT 2012, va diminuer. Donc, vous aurez 15 ans sur 9 ans à partir de 2023 et 15% sur 9 ans et 12% en 2024 sur 9 ans. RT 2012, donc qui est l'ancienne réglementation énergétique et notamment en termes d'isolation qui est remplacée, vous me l'avez dit, par la RE 2020. RE 2020. RE 2020. J'enchaîne avec les critiques qui sont faites au Pinel, puisque donc cet amendement a été déposé en expliquant que ce dispositif Pinel était une niche fiscale non efficiente. Je pense que c'est ainsi que ça a été qualifié, parce que, et là je me base sur un article de l'Inspection Générale des Finances, qui était aussi un des arguments énoncés, en disant que finalement le Pinel n'atteint pas son objectif de réduction des loyers, c'est-à-dire que finalement on fait un investissement immobilier, on le met en location. Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction fiscale ? C'est parce que derrière, on va acheter quand même ou en tout cas aider à construire des logements dans des zones tendues, et on va les proposer à des loyers qui sont modérés, en tout cas plus modérés. Et alors apparemment, l'Inspection Générale des Finances constate que ça n'est pas forcément le cas et que les loyers ne sont pas si modérés que ça. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une efficacité réelle du dispositif Pinel ? Alors, pour faire très simple, vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc on va leur faire dire autre chose aujourd'hui. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, on a plutôt un gouvernement qui est dans la suppression des niches fiscales. Donc effectivement, on peut évoquer la Pinel sous tous les angles, mais derrière, c'est la réduction des niches fiscales qui coûte cher. Maintenant, par rapport à l'efficacité de la Pinel, il y a 2 niveaux. On peut voir d'un côté le niveau de revenus que ça crée pour l'État et les collectivités, et on va voir aussi les avantages que ça peut avoir. Alors effectivement, c'est décrié. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez l'aspect de ça coûte plus cher, donc effectivement, le gain fiscal ne fait que subventionner des promoteurs, etc. Et en fait, cette ambivalence-là crée aussi un décalage, puisque à partir du 1er janvier, ce même gouvernement dit on va accélérer la transition écologique à marche forcée, et les logements vont coûter encore plus cher. Donc ça veut dire qu'on subventionne encore plus le logement cher. Non. Donc voilà, il faut rester très pragmatique par rapport à ça. Aujourd'hui, si vous comparez sur des zones tendues, pour vous donner la zone B1, donc toutes les communautés urbaines de plus de 250 000 habitants, on est à 10,50 € du mètre carré. Il y a une formule mathématique, je vous en fais grâce, mais ça veut dire que vous allez louer un T2 de 45 mètres carrés à 500 €. Si je prends la ville de Bordeaux, un T2 dans l'ancien, c'est 750 €. Et aujourd'hui, si vous prenez les plafonds de loyer dans l'ancien que vient d'instaurer la ville de Bordeaux,
de manière très Après, démagogique. Bordeaux a connu un boom en termes de valable valorisation. sur toutes les villes. On peut prendre Nantes, on peut prendre Rennes, on peut prendre Toulouse, c'est valable sur toutes les villes. Aujourd'hui, vous avez très peu de villes de la zone B1, puisque la zone A, on n'en parle même pas, ça a une efficacité redoutable, la première couronne parisienne. Bien sûr. Lyon, voilà. Donc il n'y a pas de sujet sur la zone A qui représente un vrai plafonnement de loyer. En revanche, si vous prenez les zones B1, vous avez très peu de villes où le loyer marché, finalement, est inférieur au plafond Pinel. Ce sont des villes qui sont à la limite de l'éligibilité Pinel. Mais sur les grosses villes, sur les grosses métropoles, le plafond Pinel agit. Et aujourd'hui, en cette période de crise, il a un double avantage pour le locataire, c'est d'avoir un plafonnement de loyer, mais surtout les dernières normes énergétiques. Donc le locataire, lui, il est gagnant 2 fois. Par rapport à un logement dans l'ancien, il va louer à 500 au lieu de 750 à peu près, ou 650 même si vous voulez, oui. mais il consomme beaucoup moins puisqu'il a un logement en RT 2012. Parce que l'argument, selon vous, c'est de dire, comme on est aux dernières normes énergétiques, globalement, on consomme moins de gaz, moins d'électricité, on chauffe moins. Exactement. Alors, pour donner des repères à nos auditeurs, à l'époque de la BBC, de la norme BBC, la déperdition d'un logement, c'était à peu près 2 mètres carrés. Comme si vous lisiez 2 mètres carrés de fenêtre ouverte. La RT 2012, c'est une pièce de 2 euros. D'accord. En évolution, d'isolation, thermique, phonique, etc. Et donc la RE 2020 va beaucoup plus vers un logement passif. Voilà. Mais déjà la RT 2012 aujourd'hui, vous avez du B et du C en DPE, donc on est extrêmement bien placé. Donc ce que vous dites, c'est que d'un point de vue logement, efficacité de la niche fiscale et dans un contexte de revalorisation énergétique des biens, ou en tout cas effectivement de transformation énergétique des biens immobiliers, finalement le Pinel joue son rôle. Le Pinel joue son rôle et le Pinel contribue aussi, et ça c'est un argument souvent oublié, à une régulation des prix sur un marché. Pourquoi ? Parce que si vous subventionnez la Pinel, tel que c'est fait dans les grandes années, quand il y a eu la Cellier par exemple, qui a redynamisé dans le plan de 2009, vous construisez du logement. Si vous construisez du logement, vous mettez de l'offre nouvelle sur le marché. Et donc, vous freinez aussi la hausse des prix de l'ancien. Et donc, ça participe à tout cet écosystème qui est important. Maintenant, si on regarde d'un point de vue fiscal purement pour l'État, est-ce que ça coûte cher ? Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Il va nous donner 18% de réduction d'impôt sur 9 ans. Au jour de la signature, il collecte 20% de TVA. Est-ce qu'il aurait vendu autant de logements s'il n'avait pas eu la Pinel ? Et sans compter après toutes les autres taxes, puisque ça crée du revenu foncier, de l'imposition, etc. Alors, on va évoquer également les critiques qui sont faites d'un point de vue investisseur, mais juste avant, est-ce que la Pinel est si... Enfin, est-ce qu'il faut la garder jusqu'en 2024 alors que Pinel Plus remplace Pinel ? Alors oui, c'est fondamental pour 2 raisons. La première, pour créer une transition douce, on va dire. D'accord. Déjà 2 ans, à l'échelle d'un promoteur, c'est extrêmement court. Le temps qu'il ait un foncier et qu'il crée un programme, il lui faut à peu près ces 2 ans. Donc si on enlève cette visibilité aux promoteurs, les promoteurs ne pourront pas transférer tous les programmes RT 2012 sur de 2020. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que des programmes qui sont rentables en 2012 ne le seront pas forcément en 2020. Donc on risque d'avoir une baisse de l'offre encore plus conséquente. Donc ça, c'est pour le premier point. Et ensuite aussi pour valoriser la RE 2020. On ne peut pas aujourd'hui critiquer aussi fort la RT 2012 qui marche quand même très bien. Vraiment, vous avez une performance énergétique qui est largement au-delà de la moyenne du parc français. Donc, si on veut vraiment comparer la RT 2012, si on prend un logement ancien et qu'on veut le réhabiliter pour qu'il ait la même performance, il va sacrément falloir investir. Donc, il faut garder les deux. Après, ce qu'il serait bien de faire, c'est valoriser un peu plus la RE 2020. Si on considère qu'effectivement c'est l'avenir, il faut peut-être augmenter un petit peu les plafonds de loyer, il faut peut-être abonder un petit peu pour permettre aux gens d'acheter, parce que sinon il va y avoir... Et de choisir le Pinel Plus et donc la RE 2020. Parce que clairement, dans les chiffres, juste pour... en 2023, la RT 2012, donc l'ancienne Pinel, 15% de réduction d'impôt, il y a de très fortes chances qu'elle soit plus rentable qu'une Pinel Plus, avec 18% de réduction d'impôt, parce qu'elle va coûter à peu près 10-12%. Parce qu'il y aura moins de travaux de rénovation énergétique, elle sera toujours efficient. Et puis surtout, elle va coûter moins à la production chez les promoteurs. Alors, autre sujet, parce que l'heure tourne, il y a autre critique qui est faite sur le dispositif Pinel, et qui sera, j'imagine, du coup, également fait sur le dispositif Pinel Plus, c'est que on y va par attrait de réduction fiscale, par volonté d'avoir une réduction fiscale, et ça peut masquer parfois qu'en fait on va finalement faire un investissement immobilier dans des zones où on a du mal à retrouver la même valorisation entre le moment où on a acheté et le moment où on a envie de revendre. Et encore, ça c'est quand on trouve quelqu'un qui veut racheter derrière. Alors ça c'est effectivement la principale critique sur le neuf, de dire on ne va pas revendre, on ne va pas faire de plus-value.
Aujourd'hui, quelle est l'évolution que l'on a? Si l'on regarde des logements aujourd'hui à la revente, on voit aujourd'hui les premières reventes de lois Sellier. Alors oui, on sort de 10 ans qui ont été globalement porteurs, etc. Mais on a de la revente qui est cohérente. On n'a pas de grosses chutes à la revente. Historiquement, tout le monde a été marqué par les rebiens de la colère parce qu'on investissait dans des zones qui étaient des zones sans aucune demande, ni locative d'ailleurs, ni en revente. Et donc effectivement, vous aviez des villes sinistrées et les gens ont perdu beaucoup d'argent. Le recentrage de la loi Pinel, il a été déjà engagé et renforcé par le président Macron sur le premier quinquennat. Il ne faut pas l'oublier, la zone B2, elle est sortie, donc toutes les petites villes sont sorties. On est quand même sur des zones très tendues aujourd'hui. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner aux investisseurs, ne comptez aucune plus-value. Comptez que vous revendez au prix d'achat, ça sera déjà très bien. Mais même parfois, on n'y arrive pas. Parfois, on revend moins cher. Alors effectivement, il y a le gain fiscal de l'autre côté, mais ça fait une opération à zéro. Alors, pas une opération à zéro, parce que vous avez un levier qui est effectivement par le crédit, par le loyer et par l'économie d'impôt. Donc, si vous regardez dans 10 ans ce qu'il vous reste à devoir à la banque par rapport à ce que vous le revendez et ce que vous y avez mis, ça reste très rentable. Pour l'investisseur, il n'y a pas de sujet. Il ne faut pas regarder que prix d'achat, prix de revente. Par contre, ce qu'il est important de prendre en compte aujourd'hui, c'est quelle valorisation vont avoir les logements qui sont livrés aujourd'hui dans 10 ans par rapport à la norme énergétique. Et il y a fort à parier que les logements qui sortent aujourd'hui vont bien durer dans les 10 prochaines années parce que la pression écologique va être tellement importante que la recherche sur ces logements risque d'être importante aussi. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Arnaud Avec Groussac plaisir. d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et président de Patrimoine Store. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.